La lumière du matin filtrait à travers les rideaux lourds, des étoffes soyeuses que je n'aurais jamais pu m'offrir. 2 mois que j'habitais dans cet appartement sécurisé, avec une vue imprenable sur les toits de Lyon, et je ne parvenais toujours pas à l'appeler chez moi. Protégé, disait Julien. Protégé de ma propre vie, sans doute. Antonio Rossi, le père de Sophie, avait fait sa première tentative une semaine après que j'ai emménagé ici. Une voiture piégée, destinée à la voiture qu'on aurait dû prendre. Une mise en garde cruelle, un rappel sanglant que le monde de Julien n'était pas un jeu. C'était là que j'avais vraiment compris. Non, je n'avais rien compris jusqu'alors. Et dire que tout avait commencé par un rire, un simple éclat de rire, ce soir-là, au Velvet Rouge. Le bourdonnement sourd de la basse me traversait la poitrine comme un second battement de cœur, faisant vibrer la semelle de mes vieilles baskets contre le sol collant du bar. J'étais debout depuis 7 heures d'affilée et la douleur s'était étendue de mes talons à mes lombaires, s'y installant comme une vieille amie que j'avais appris à ignorer. L'éclairage ambré tamisé de cette salle au velours rouge jetait tout dans des nuances d'or et d'ombre. Un endroit suffisamment cher pour se sentir exclusif, suffisamment sombre pour cacher des secrets. Je nettoyais le comptoir en acajou pour ce qui me semblait être la 100e fois de la nuit. L'odeur piquante du nettoyant au citron se mêlait à celle du whisky haut de gamme et du parfum de créateur. Encore une vodka tonique. Un homme d'affaires bredouillait, sa 3e cravate de la soirée, métaphoriquement parlant. Ils se confondaient tous après un certain temps. Ces hommes en costume ajusté et col défait, essayant d'impressionner des femmes qui coûtaient plus par heure que ce que je gagnais en une semaine. J'ai acquiescé, tendant la main vers la bouteille quand Pierre, de l'autre bout du bar, a attiré mon attention. Pierre était inoffensif, un habitué qui venait tous les jeudis, commandant toujours la même bière artisanale, laissant toujours un pourboire décent. Il avait, des yeux bienveillants, du genre qui se plissent au coin quand il souriait, et un humour autodérisoire qui rendait l'interminable service légèrement moins étouffant. Ce soir-là, il essayait de plier une serviette de cocktail pour en faire une sorte de grue en origami, échouant lamentablement. « Je crois que tu as juste fait un accordéon », ai-je lancé, incapable de réprimer un sourire. « C'est de l'art abstrait », a-t-il protesté, brandissant le papier froissé avec une fierté feinte. « Tu ne comprendrais pas ma vision. » J'ai ri. J'ai vraiment ri. Le son m'a même surprise. Cela faisait des semaines que je n'avais pas trouvé quelque chose de vraiment drôle, depuis que le poids du loyer en retard et les factures médicales de ma mère ne pesaient pas sur ma poitrine comme une chose physique. Juste un instant, le nœud entre mes omoplates s'est desserré. C'est le pire signe que j'ai jamais vu, ai-je taquiné, mesurant la vodka dans un verre. Signe, c'est clairement un dragon. Le rire a de nouveau jailli, plus léger cette fois, et j'ai secoué la tête en ajoutant du tonic et du citron. Cet échange simple ressemblait à de l'oxygène après avoir retenu mon souffle sous l'œil. Pierre n'essayait pas de m'impressionner ni d'obtenir quelque chose de moi. Il était juste là, simple, sûr. J'ai glissé sa boisson à l'homme d'affaires et je suis revenu vers Pierre, m'appuyant contre le bar, les coudes sur le bois. Un dragon avec des ailes qui ressemblent. J'ai senti le changement avant de le comprendre. Un mouvement dans l'air, une épaisseur soudaine qui a coupé ma respiration. Les conversations autour de nous ne se sont pas arrêtées, non, mais elles se sont étouffées, comme si quelqu'un avait baissé le volume du monde entier. Ma peau s'est hérissée, chaque nerf soudainement alerte à une présence que je ne pouvais pas encore voir. La foule près de l'entrée s'est écartée. Pas ostensiblement, pas comme si elle était repoussée, mais elle a bougé quand même. Un subtil réarrangement des corps qui a créé un chemin clair à travers la cohue du vendredi soir. Mes doigts se sont serrés sur le bord du bar, même si je ne savais pas pourquoi. Un instinct, peut-être, une partie animale de mon cerveau reconnaissant un prédateur avant que mon esprit conscient ne le perçoive. Puis je l'ai vu. Il se déplaçait dans la pièce au velours comme s'il en était le propriétaire, ce que j'allais apprendre plus tard qu'il était.
tout en lui commandant l'attention sans la demander. Le costume anthracite qui coûtait probablement plus que mon salaire annuel, coupé si précisément qu'il semblait peint sur son corps. Des cheveux foncés coiffés avec une désinvolture délibérée, le genre de perfection qui exigeait des efforts pour avoir l'air sans effort. Mais c'était son visage qui m'a coupé le souffle. Des pommettes saillantes, une mâchoire qui aurait pu être sculptée dans du marbre, et des yeux si sombres qu'ils paraissaient noirs dans la lueur ambrée du bar. Il était jeune, 30 ans tout au plus, mais il portait l'autorité de quelqu'un de bien plus âgé, de quelqu'un de dangereux. Deux hommes le flanquaient, au cou épais et alerte, leurs yeux scannant constamment la pièce. Eux aussi portaient des costumes, mais les leurs étaient clairement fonctionnels, conçus pour cacher ce qu'ils portaient en dessous. Des gardes du corps, le genre qui ne posent pas de questions, qui agissent. Le regard de l'étranger a balayé le bar avec une précision clinique, cataloguant chaque visage, chaque sortie, chaque menace potentielle. Ce n'était pas quelqu'un qui appréciait la vie nocturne. C'était quelqu'un qui faisait des affaires, toujours en calcul, toujours 3 coups d'avance. Et puis ses yeux ont trouvé les miens. L'impact a été physique. Mon estomac s'est noué, mon pouls s'est emballé, et chaque instinct m'a crié de détourner le regard, mais je ne pouvais pas. Son regard a tenu le mien avec une intensité qui ressemblait à une main autour de ma gorge, sans serrer, juste là, présente, inéluctable. Il était beau de la manière dont une lame est belle, élégant, précis et absolument létal. Son attention a légèrement dévié, me dépassant pour se poser sur Pierre, qui tenait toujours son dragon en papier, inconscient du changement d'atmosphère. La mâchoire de l'étranger s'est contractée presque imperceptiblement, un muscle sautant sous cette peau impeccable. Ses yeux, bon sang, ses yeux se sont légèrement rétrécis, puis il s'est dirigé vers nous. Chaque pas était mesuré, intentionnel. La foule continuait à s'écarter sans même s'en apercevoir. Ses gardes du corps suivaient à une distance respectable, suffisamment prêts pour intervenir, suffisamment loin pour donner l'illusion d'intimité. L'odeur m'a atteinte avant lui. Bergamoté et cèdre, chair et masculin, nuancé par quelque chose de plus sombre. De la poudre à canon, peut-être, ou juste le danger lui-même, si le danger avait une odeur. Mais mes mains tremblaient soudainement. Je les ai plaquées contre le bord, essayant de me stabiliser, essayant de comprendre pourquoi chaque cellule de mon corps me criait de fuir. Il s'est arrêté juste devant moi. À peine 1 mètre de comptoir en acajou nous séparait. De près, il était encore plus dévastateur. Une sorte de beauté qui semblait presque cruelle dans sa perfection. Une petite cicatrice traversait son sourcil gauche, la seule imperfection. Et d'une certaine manière, cela le rendait plus attrayant, plus réel, plus terrifiant. Pourquoi lui souriez-vous? Sa voix était basse, dangereusement bassée, le genre de voix qui vous oblige à vous pencher pour l'entendre, qui exige l'attention sans augmenter le volume. Elle m'a enveloppé comme de la fumée, cultivée et douce, avec juste un soupçon d'accent que je ne pouvais pas situer, italien, peut-être, ou simplement le résultat d'écoles privées et d'argent ancien. Mais ce sont les mots eux-mêmes qui m'ont glacé le sang. Pas « puis-je avoir un verre ?» Pas « êtes-vous occupé ?» Juste une accusation directe enveloppée dans une question, prononcée avec la certitude désinvolte de quelqu'un qui s'attendait à des réponses, de quelqu'un qui n'avait pas l'habitude qu'on lui refuse quoi que ce soit. J'ai cligné des yeux, mon esprit cherchant à comprendre. Quoi? Son regard n'avait pas quitté mon visage. Il ne sciait pas, ne détournait pas le regard, se contentant de m'étudier avec une intensité qui me faisait rougir. « Vous lui souriez », a-t-il répété, chaque mot prononcé avec précision. Il a légèrement incliné la tête vers Pierre, bien que ses yeux n'aient pas vacillé des miens. « Pourquoi ?» La possessivité dans son ton était indubitable. Mais c'était insensé. Je n'avais jamais vu cet homme de ma vie. Je m'en serais souvenu. Dieu sait que je me serais souvenu de quelqu'un qui lui ressemblait, qui se déplaçait comme lui,
qui rendait l'air lui-même plus lourd par sa présence. C'est juste un client, ai-je réussi à articuler, détestant à quel point ma voix sonnait faible. Nous parlions, j'étais amical, ça fait partie du travail. Quelque chose a vacillé dans ses yeux sombres, pas de la colère exactement, quelque chose de plus complexe, de plus dangereux. Amical, a-t-il répété comme s'il goûtait le mot, comme s'il le trouvait insuffisant. L'un de ses gardes a légèrement bougé et j'ai aperçu la bosse indubitable d'un étui d'épaule sous sa veste. Ma bouche est devenue sèche. Ce n'était pas juste un petit ami jaloux ou un habitué territorial. C'était quelque chose d'autre, quelque chose qui m'a fait dresser les cheveux sur la nuque. Écoutez, je ne sais pas ce que vous pensez, ai-je commencé, essayant d'injecter un peu de force dans ma voix, essayant de faire semblant de ne pas être terrifié. Vous ne me connaissez pas, m'a-t-il interrompu, son ton toujours doux, toujours d'un calme dévastateur. Mais je vous connais, Marie. Mon nom dans sa bouche m'a paru une invasion, comme s'il avait atteint ma poitrine et enveloppé ma main autour de mon cœur. Parce que je ne lui avais pas dit mon nom, je n'avais pas dit un mot sur qui j'étais. Il le savait avant de venir ici. Il le savait avant même d'entrer dans le bar. La pièce a légèrement penché. J'ai serré le bord plus fort, mes phalanges blanchissant. Comment savez-vous? Vous travaillez ici 5 soirs par semaine. A-t-il continué comme si je n'avais pas parlé? Du mardi au samedi, de 18h à 2h du matin. Vous vivez dans un appartement d'une chambre à la Guillotière, au 3e étage, coin. Votre mère est à l'hôpital de la Croix-Rousse, chambre 4 au 12e. Stade 3, les traitements ne fonctionnent pas aussi bien qu'on l'espérait. Chaque mot était un coup de marteau, chaque détail une violation. Il savait des choses qu'il ne devrait pas savoir, des choses qu'il n'avait aucun droit de savoir, des choses qui prouvaient que ce n'était pas une rencontre fortuite ou une erreur d'identité. C'était intentionnel, calculé, planifié. Vous prenez le bus parce que votre voiture est tombée en panne il y a 6 mois et que vous n'avez pas les moyens de la réparer, a-t-il poursuivi, sa voix ne montant jamais, ne perdant jamais ce calme terrible. Vous avez 3 mois de loyer en retard. Votre propriétaire menace de vous expulser. Vous mangez un repas par jour, généralement ce que la cuisine jette avant la fermeture. Vous ne vous êtes rien acheté de neuf depuis plus d'1 an. Des larmes me brûlaient derrière les yeux, mais j'ai refusé de les laisser tomber, refusé de lui donner la satisfaction de voir à quel point il m'avait mise à nu avec rien d'autre que des mots. Pourquoi, ai-je murmuré, pourquoi savez-vous ces choses? Pour la première fois, quelque chose comme de l'émotion a traversé son visage. Pas tout à fait un sourire, pas tout à fait de la satisfaction, quelque chose de plus affamé. Parce que vous êtes à moi, a-t-il dit simplement. La certitude de ces mots m'a fait tordre l'estomac. Pas une question, pas une demande, une déclaration de fait prononcée comme s'il commentait la météo. Je ne vous connais même pas, ai-je respiré. Julien Caruso. Il l'a dit comme si je devais le reconnaître, comme si le nom lui-même devait signifier quelque chose. Ce n'était pas le cas, ou ça n'aurait pas dû l'être. Mais quelque part au fond de mon esprit, une sonnette d'alarme retentissait. J'avais déjà entendu ce nom, murmuré dans les ombres du bar, mentionné dans des reportages que j'avais à peine écoutés en me préparant pour le travail. Caruso, le nom lié aux rumeurs de crimes organisés, de guerres et de territoires, de personnes qui disparaissaient quand elles dépassaient les limites. Mes jambes étaient faibles. Il faut que vous partiez. Non, a-t-il dit calmement. Il faut que je reste. Vous ne le savez pas encore. Pierre, béni soit-il, avait enfin remarqué que quelque chose n'allait pas. Il avait posé son dragon en papier et nous regardait avec une inquiétude croissante. Marie, tout va bien? La tête de Julien s'est tournée lentement, délibérément, pour faire face à Pierre. Il n'a pas dit un mot. Il n'en avait pas besoin. Ce que Pierre a vu dans son visage lui a fait perdre toute couleur. Il s'est levé si vite que son tabouret de bar a raclé le sol, a jeté un billet de 20 € sur le bar et est parti sans un mot. Juste comme ça, un client régulier, quelqu'un avec qui j'avais ri il y a quelques instants,
effacé de l'interaction par rien de plus qu'un regard. La puissance de cela m'a terrifié. Julien s'est tourné vers moi, et maintenant il y avait presque de la satisfaction dans son expression. Mieux, vous ne pouvez pas juste... Ma voix s'est brisée. J'ai avalé difficilement, j'ai réessayé. Vous ne pouvez pas juste venir ici et... Je peux faire ce que je veux, m'a-t-il interrompu. Et le plus effrayant, c'est qu'il ne se vantait pas. Il énonçait un fait, mais ce que je veux en ce moment est très simple. Je veux que vous arrêtiez de sourire aux autres hommes. Je veux que vous finissiez votre service et que vous veniez avec moi quand vous aurez terminé. Je ne vais nulle part avec vous. Si, a-t-il dit, se penchant légèrement, ses mains à plat sur le bord entre nous, assez près pour que je puisse sentir la chaleur irradiante de son corps, que je puisse voir les éclats d'or dans ses yeux incroyablement sombres. Vous le ferez parce que le traitement de votre mère n'est plus couvert par l'assurance, parce que votre propriétaire a appelé votre employeur aujourd'hui pour vérifier votre emploi, parce que vous êtes en train de vous noyer, Marie, et je vous offre une bouée de sauvetage. Je n'ai pas besoin de votre aide. Tout le monde a besoin d'aide, a-t-il répliqué. La question est de savoir si vous êtes assez intelligente pour l'accepter quand elle est offerte. Mon téléphone a vibré dans la poche de mon tablier. Sans réfléchir, je l'ai sorti. Un texto de l'hôpital de la Croix-Rousse. Paiement requis pour la poursuite du traitement. Veuillez contacter la facturation immédiatement. Quand j'ai levé les yeux, Julien me regardait avec la même intensité troublante. Il avait su d'une manière ou d'une autre que le texto allait arriver. Il avait probablement arrangé qu'il arrive maintenant, à ce moment précis où j'étais déjà déséquilibré et effrayé. « Que voulez-vous de moi » ai-je demandé, et je détestais à quel point je sonnais vaincu. Son expression s'est adoucie, à peine, juste assez pour le faire paraître presque humain. « Presque tout » a-t-il dit doucement. « Mais nous commencerons par le dîner demain soir, 19 heures. J'enverrai une voiture. » Et si je dis non? Il s'est redressé, boutonnant sa veste de costume avec une facilité habituée. « Vous ne direz pas non. » Puis il s'éloignait, ses gardes de sécurité se plaçant autour de lui. La foule a semblé expirer collectivement alors qu'il la traversait, se dirigeant vers une cabine privée à l'arrière où des hommes en costume cher l'attendaient. Les affaires. Toute cette rencontre n'avait été qu'un détour dans sa soirée, à peine digne de son temps. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, elle avait fait basculer mon monde entier sur son axe. Je suis resté là, agrippé au bord, mon cœur martelant si fort que je pouvais le sentir dans ma gorge. Mes mains tremblaient alors que j'essayais de me verser de l'eau, le verre cliquetant contre la carafe. Que venait-il de se passer? Qui était vraiment Julien Caruso? Et pourquoi, au nom de Dieu, avait-il décidé que je lui appartenais? Mon téléphone a de nouveau vibré, pas un texto cette fois. Une notification bancaire. Un dépôt, 50 000 €. J'ai failli laisser tomber le verre, j'ai fait défiler l'écran pour vérifier l'expéditeur. Virement anonyme. Mais je savais, bien sûr que je savais. Le message qui a suivi était simple. Pour votre mère, sans engagement. Mais je vous verrai quand même demain à 19 heures. Sans engagement. Le plus grand mensonge qu'on m'ait jamais raconté, enveloppé du plus joli des rubans, parce que les hommes comme Julien Caruso ne faisaient rien sans condition. Et j'avais juste senti la première d'entre elles s'enrouler autour de mon poignet, douce comme de la soie et forte comme de l'acier. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Comment aurais-je pu? Chaque fois que je fermais les yeux, je le voyais. Julien Caruso, avec son regard de prédateur et cette voix comme de la fumée et du whisky, me disant que je lui appartenais comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Les 50 000 € reposaient sur mon compte comme une bombe prête à exploser. Et j'avais fixé l'écran de mon téléphone jusqu'à ce que les chiffres se brouillent, essayant de me convaincre de les renvoyer. Mais je ne l'ai pas fait. Parce qu'à 6h30 du matin, l'infirmière de ma mère a appelé pour me dire qu'ils avaient programmé son nouveau protocole de traitement, celui que son médecin avait recommandé il y a des mois, celui que l'assurance avait refusé,
celui qui pourrait réellement fonctionner. Quelqu'un s'est occupé du paiement, avait dit l'infirmière Chloé, sa voix chaude de soulagement. Un donateur anonyme. Votre mère va recevoir l'aide dont elle a besoin, ma chérie. J'étais assise sur le bord de mon lit, dans mon pyjama usé, entouré du papier peint écaillé et du plafond taché d'eau de mon appartement en coin, et j'ai pleuré. Pas de jolies larmes, des sanglots laids et haletants qui venaient de quelque part au plus profond de ma poitrine où j'avais retenu la peur si longtemps qu'elle s'était calcifiée en quelque chose de dur et permanent. Il m'avait acheté, c'est ce que l'argent signifiait. Julien Caruso avait regardé ma vie, identifié le point de pression exact qui me ferait craquer et appuyé avec une précision chirurgicale. Et le pire, c'est que cela avait fonctionné. Au moment où 19 heures est arrivé le lendemain soir, je m'étais convaincu une douzaine de fois de lui poser un lapin. J'avais tapé des messages que je n'ai jamais envoyés. Je ne peux pas faire ça. Laissez-moi tranquille. Je vous rembourserai. Chacun supprimé avant que je ne puisse appuyer sur envoyer. Parce que nous savions tous les deux que je ne pourrais jamais le rembourser. Pas de cette vie. Pas en dite vie. J'étais devant mon placard, si on pouvait appeler un petit recoin avec une tringle un placard, et je fixais mes maigres options. Tout ce que je possédais était bon marché, usé, acheté dans des magasins discount ou des friperies. Rien d'approprié pour l'endroit où Julien Caruso prévoyait de m'emmener. Rien qui ne révélerait pas immédiatement à quel point j'étais loin derrière lui sur l'échelle sociale. Finalement, je me suis décidé pour une simple robe noire que j'avais achetée pour la collecte de fonds de l'église de ma mère il y a 2 ans. Elle était simple, modeste, le tissu légèrement effiloché aux coutures, mais c'était le mieux que j'avais. Je l'ai associé à mes seuls talons, des escarpins noirs avec une éraflure sur le bout gauche que j'avais essayé de camoufler avec un marqueur indélébile, et j'ai fixé mon reflet dans le miroir de la salle de bain. J'avais l'air terrifié. Mes yeux verts étaient trop grands. Mon visage trop pâle sous le peu de maquillage que j'avais appliqué avec des mains tremblantes. J'avais laissé mes cheveux foncés détachés, espérant que cela cacherait à quel point mes mains tremblaient lorsque j'essayais de les coiffer. La fille qui me regardait ressemblait exactement à ce qu'elle était. Une femme dépassée, sur le costait point d'entrer volontairement dans un piège qu'elle ne comprenait pas. Le coup à ma porte est arrivé précisément à 19 heures. Mon cœur a bondi dans ma gorge. Je m'attendais à un message, peut-être un coup de klaxon de la rue en contrebas. Pas ça. Pas quelqu'un à ma porte, dans mon espace, dans le dernier endroit qui me semblait le mien. Je l'ai ouverte lentement, en gardant la chaînette de sécurité engagée. L'homme de l'autre côté n'était pas Julien. C'était l'un des gardes de sécurité du bar, le plus grand, avec des cheveux poivre et sel et un visage qui avait vu des choses que je ne voulais probablement pas imaginer. Il se tenait avec une posture militaire, les mains jointes devant lui, patient et professionnel. « Mademoiselle Marie », a-t-il dit, sa voix étonnamment douce. « Monsieur Caruso m'a envoyé pour vous escorter. Je suis Jean-Luc. Je peux le rejoindre où il veut. » Monsieur Caruso ne permet pas à ses invités de naviguer seuls dans la ville après la tombée de la nuit, a interrompu Jean-Luc en douceur, comme s'il avait déjà fait ce discours. « Pour votre sécurité, veuillez prendre votre temps. J'attendrai. » Ses invités, cette tournure de phrase m'a fait tordre l'estomac. Combien de femmes Jean-Luc avait-il escorté jusqu'à Julien? Combien s'était tenu là où je me tenais? Ressentant ce même mélange d'appréhension et d'inéluctabilité. J'ai attrapé mon sac à main, une trouvaille de solde il y a 3 ans, et je suis sorti dans le couloir, verrouillant la porte derrière moi avec des doigts qui ne voulaient pas se stabiliser. Jean-Luc a descendu les escaliers devant moi, vérifiant chaque palier avant de me permettre de continuer. Cela aurait dû sembler ridicule, ce niveau de sécurité pour quelqu'un comme moi dans mon immeuble délabré. Au lieu de cela, cela semblait sinistre. La voiture qui attendait au trottoir m'a coupé le souffle. C'était une Mercedes classe S noire, élégante et brillante sous les réverbères.
les vitres teintées reflétant le quartier minable comme un miroir sombre. Jean-Luc a ouvert la porte arrière, et j'ai hésité un instant. Une dernière chance de courir, de choisir différemment, avant que le souvenir des factures médicales de ma mère ne me pousse à avancer. L'intérieur sentait le cuir et l'argent. Un éclairage ambiant doux illuminait des sièges couleur crème qui semblaient n'avoir jamais été utilisés. Un écran d'intimité me séparait du chauffeur, et j'en étais reconnaissante. Je ne voulais pas voir un autre visage, une autre personne qui travaillait pour Julien et savait exactement dans quoi je m'engageais. Nous avons traversé la ville en silence. J'ai vu mon quartier disparaître par la fenêtre. L'épicerie où j'achetais des produits discount, la laverie où je passais mes dimanches matins, l'arrêt de bus où j'attendais sous la pluie et la neige. Tout cela s'éloignait alors que nous entrions dans des zones que je n'avais vues que dans des magazines. Des rues bordées d'arbres, des hôtels particuliers historiques, des restaurants avec voituriers et des listes d'attente de plusieurs mois. Nous nous sommes arrêtés devant un bâtiment qui ne s'annonçait pas. Pas de panneau, pas de foule, juste une entrée discrète avec un portier qui m'a ouvert la porte de la voiture avant même que Jean-Luc ne puisse le faire. « Mademoiselle », a dit le portier, offrant sa main gantée. Je l'ai prise, sortant sur un trottoir qui coûtait probablement plus au mètre carré que mon appartement entier. La façade du bâtiment était d'une élégance discrète. Vieilles briques, balustrades en fer, lanternes à gaz qui projetaient des flaques de lumière chaude. À travers les portes vitrées, je pouvais voir des sols en marbre et des lustres en cristal. Jean-Luc m'a guidé à l'intérieur d'une main qui ne touchait jamais vraiment mon dos. Juste planant là, un rappel de sa présence. Le hall était feutré, climatisé, sentant les lits et les bougies chères. Mes talons bon marché claquaient trop fort sur le marbre, annonçant mon intrusion dans ce monde où je n'avais pas ma place. Nous avons pris un ascenseur jusqu'au dernier étage. Bien sûr, c'était le dernier étage, et mes oreilles ont sifflé avec l'altitude. Lorsque les portes se sont ouvertes, elles ont révélé un hall privé avec une seule porte. Jean-Luc a appuyé sur la sonnette et j'ai lutté contre l'envie de courir vers l'ascenseur. La porte s'est ouverte. Julien se tenait encadré dans l'embrasure et sa vue m'a volé le peu de sang-froid que j'avais réussi à rassembler. Il avait troqué le costume contre quelque chose d'un peu moins formel, mais non moins cher. Un pantalon anthracite et une chemise blanche dont les manches étaient retroussées jusqu'au coude, révélant des avant-bras noueux de muscles et décorés de ce qui ressemblait au bord d'un tatouage. Ses cheveux foncés étaient légèrement ébouriffés, comme s'il y avait passé les doigts, et ses yeux dévastateurs se sont fixés sur moi avec une intensité qui m'a fait fléchir les genoux. « Marie », a-t-il dit, mon nom à la fois un salut et une revendication. « Vous êtes venue. » Avais-je le choix? Les mots sont sortis plus brusques que je ne l'avais voulu. Un éclair de défi que je n'avais pas tout à fait pu réprimer. Quelque chose a vacillé dans son expression. De l'approbation peut-être, ou de l'amusement. « Il y a toujours un choix », a-t-il dit doucement. « Vous êtes ici parce que vous avez choisi de l'être, souvenez-vous-en. » Il s'est écarté et je suis passé devant lui dans l'appartement, hyper conscient de notre proximité dans l'embrasure, de la façon dont son odeur de bergamote et de cèdre m'enveloppait. Jean-Luc n'a pas suivi. La porte s'est refermée derrière moi avec un léger clic qui a résonné comme une serrure de cellule. L'appartement était exactement ce à quoi je m'attendais et, d'une certaine manière, plus encore. Des baies vitrées du sol au plafond donnaient sur la ville scintillante, la vue valant plus que ce que la plupart des gens gagnaient dans une vie. L'intérieur était tout en lignes épurées et en minimalisme coûteux. Bois foncé, meubles en cuir, œuvres d'art sur les murs que je soupçonnais de ne pas être des reproductions. Tout était parfait. Tout était contrôlé, comme lui. « Voulez-vous boire quelque chose ?» a demandé Julien, se dirigeant vers un chariot de bord qui contenait probablement de l'alcool plus vieux que moi. « Du vin? Quelque chose de plus fort? »
De l'eau, ça ira. Je ne me faisais pas confiance avec l'alcool. Ne me faisais pas confiance quant à ce que je pourrais dire ou faire si je baissais ma garde, ne serait-ce que d'une fraction. Il a versé de l'eau dans des verres en cristal. Même cela ressemblait à une déclaration et il m'en a tendu un. Nos doigts se sont effleurés lors de l'échange et j'ai reculé comme si j'étais brûlé. Il l'a remarqué, bien sûr. Ses yeux sombres remarquaient tout. « Vous avez peur de moi » a-t-il observé. Pas une question. Ne devrais-je pas l'être? Probablement. Il a pris une gorgée de sa propre eau, me regardant par-dessus le bord du verre. Mais vous êtes là quand même. Cela demande du courage. Cela demande du désespoir, ai-je corrigé, ma voix plus ferme que je ne me sentais. Y a-t-il une différence, vraiment? Il s'est dirigé vers les fenêtres, et je me suis retrouvé à le suivre, attiré dans son orbite comme une lune autour d'une planète. La plupart des actes de courage naissent du désespoir. Le soldat qui se jette dans les flammes pour sauver son camarade. La mère qui soulève une voiture de son enfant. Vous qui acceptez l'aide d'un étranger parce que quelqu'un que vous aimez a besoin que vous soyez courageuse. Vous ne m'aidez pas, ai-je dit, le rejoignant à la fenêtre mais gardant une distance prudente entre nous. Vous m'achetez, ne faisons pas semblant que c'est de l'altruisme. Son reflet dans la vitre a souri. Il a vraiment souri. Et cela a transformé son visage, de beau à époustouflant. « J'aime que vous ne soyez pas stupide, a-t-il dit. La plupart des gens dans votre situation joueraient les reconnaissants. Ils flatteraient et me remercieraient et feraient semblant de ne pas comprendre exactement ce que c'est. Et qu'est-ce que c'est exactement? Il s'est tourné pour me faire face complètement, et soudain la distance que j'avais maintenue m'a semblé insuffisante. Il ne me touchait pas, mais je me sentais piégé quand même, cloué par le poids de son attention. C'est moi qui vous donne ce dont vous avez besoin en retour. Vous me donnez ce que je veux. Qui êtes-vous? Simple, direct, dévastateur. Votre temps, votre compagnie, votre attention quand je le demande. Rien que vous ne soyez pas prête à donner, Marie, je ne suis pas un monstre. Non, ai-je contesté, me forçant à soutenir son regard. Parce que surveiller mon compte bancaire, apprendre mon emploi du temps, savoir où ma mère est soignée, cela me semble plutôt monstrueux. Cela ressemble à de la diligence raisonnable, a-t-il rétorqué. Je n'investis pas dans des choses que je n'ai pas étudiées. Et ne vous y trompez pas, vous êtes un investissement. Les mots auraient dû me mettre en colère, auraient dû me faire courir vers la porte. Au lieu de cela, ils m'ont juste fatigué. Pourquoi moi? Ai-je demandé, et j'ai détesté à quel point ma voix sonnait faible. Je ne suis personne, je travaille dans un bar, j'ai à peine de quoi manger. Que pourriez-vous bien vouloir de quelqu'un comme moi? Sa main s'est levée et j'ai gelé alors qu'il me brossait une mèche de cheveux derrière l'oreille. Le toucher était doux, presque tendre, et cela le rendait plus effrayant que s'il m'avait attrapé. « Vous me rappelez quelqu'un » a-t-il dit doucement, « quelqu'un que je n'ai pas pu sauver, quelqu'un qui méritait mieux que la main que la vie lui a tendue. Je ne suis pas votre projet de rédemption. » Non, a-t-il acquiescé, vous ne l'êtes pas, mais peut-être êtes-vous ma seconde chance. Un minute a retenti dans une autre pièce. La cuisine, j'ai supposé. L'expression de Julien a changé, la vulnérabilité que j'avais aperçue s'évanouissant derrière ce masque contrôlé. Le dîner est prêt. Venez. Ce n'était pas une demande. La salle à manger était intime. Une table dressée pour deux près d'un autre mur de fenêtre. Des bougies vacillaient dans des bougeoirs en cristal, la nourriture déjà servie dans des portions qui ressemblaient à de l'or. Il a tiré ma chaise avec la courtoisie habituée de quelqu'un élevé avec les manières de l'ancien monde, puis a pris sa propre place en face de moi. J'ai fixé l'assiette, une sorte de pain aux fruits de mer, la présentation si parfaite que je me suis senti coupable de la déranger. « C'est vous qui avez cuisiné ça? » ai-je demandé, incapable de cacher ma surprise. « Oui. » Il a pris sa fourchette, complètement à l'aise.
Je ne fais pas confiance aux gens dans mon espace personnel, ni pour la nourriture, ni pour quoi que ce soit d'important. On apprend à être autonome dans mon métier. Et quel est exactement votre métier? Ses yeux ont rencontré les miens par-dessus la lumière des bougies, sombres et illisibles. Import-export, a-t-il dit avec un léger sourire qui me disait qu'il savait que je ne le croyais pas. Affaire de famille, très traditionnelle. Traditionnelle, ai-je répété, prenant une petite bouchée de pâte qui fondait sur ma langue malgré mes nerfs. C'est comme ça qu'on appelle ça. Comment pensez-vous qu'on devrait appeler ça? Je pense, et je dis prudemment, posant ma fourchette, que les hommes avec des gardes armés et des appartements privés et les ressources pour laisser tomber 50 000 € sans scier n'importent généralement pas de biens légitimes. Vous avez raison, a-t-il dit, me surprenant par son honnêteté. Je ne le suis pas. Mais le savoir ne change pas votre situation, n'est-ce pas? Votre mère a toujours besoin de traitement. Votre propriétaire veut toujours son argent. Vous avez toujours besoin d'aide que personne d'autre n'offre. Alors, je devrais juste l'accepter. Vous acceptez n'importe quel arrangement? Oui. Il s'est adossé à sa chaise, m'étudiant avec cette intensité troublante. Parce que l'alternative, c'est de regarder votre mère mourir pendant que vous vous tuez à la tâche en essayant de la sauver. Et pourquoi? La fierté, les principes, ces choses ne maintiennent pas les gens en vie, Marie. L'argent le fait, le pouvoir le fait. Et en ce moment, j'ai les deux. Je voulais discuter. Je voulais lui dire qu'il avait tort, qu'il y avait des choses plus importantes que la survie à tout prix. Mais les mots sont restés coincés dans ma gorge parce qu'il n'avait pas tort. Pas vraiment. Je me noyais depuis des mois et il m'avait lancé une corde. Que la corde ait des épines ne la rendait pas moins nécessaire. Que se passe-t-il après le dîner? Ai-je demandé à la place. Je vous ramène chez vous, a-t-il dit simplement. Jean-Luc vous ramène à votre appartement. Vous irez travailler demain au bar, comme toujours. La seule différence, c'est que maintenant, quand je viendrai, vous me sourirez à moi au lieu des autres hommes. Vous garderez votre attention pour quelqu'un qui l'a mérité. En la payant, en s'en souciant suffisamment pour la payer, a-t-il corrigé. Il y a une différence. Nous avons mangé dans un silence lourd après cela. Le tintement des couverts sur la porcelaine, le seul son en plus du bruit assourdi de la ville filtrant par les fenêtres. La nourriture était incroyable. Des ingrédients clairement chers préparés avec habileté, mais je pouvais à peine la goûter. Mon esprit était trop occupé à essayer de comprendre l'homme en face de moi, à essayer de trouver l'angle, le piège, le moment où le couperet allait tomber. Vous continuez à attendre que je vous blesse, a observé Julien, posant son verre de vin. Je le vois dans vos yeux, chaque fois que je bouge, vous sursautez. Chaque fois que je parle, vous vous préparez. Pouvez-vous me blâmer? Non, il s'est levé, se déplaçant autour de la table avec cette grâce de prédateur. Et je me suis forcé à ne pas reculer alors qu'il s'arrêtait à côté de ma chaise. Mais j'ai besoin que vous compreniez quelque chose, Marie. Je ne blesse pas ce qui est à moi. Je le protège jalousement, vicieusement. Personne ne touche à ce qui m'appartient, pas sans conséquence. Il s'est penché, ses mains s'appuyant sur les accoudoirs de ma chaise, m'enfermant sans me toucher. Si près, je pouvais voir les éclats d'or dans ses yeux sombres. Je pouvais sentir la chaleur irradiante de son corps. Je pouvais sentir le cèdre et le danger qui s'accrochaient à lui comme une seconde peau. « Et vous êtes à moi maintenant », a-t-il murmuré, son souffle chaud contre mon oreille. « Que vous l'ayez accepté ou non. Au moment où je vous ai vu rire dans ce bar, sourire à quelqu'un qui ne méritait pas le cadeau de votre attention, c'est à ce moment-là que vous êtes devenue mienne. Comprenez-vous? J'aurais dû dire non, j'aurais dû le repousser, j'aurais dû fuir. Au lieu de cela, je me suis entendu murmurer. Oui. Son sourire était petit, satisfait et absolument terrifiant dans sa possessivité. Bonne fille. Puis il s'est redressé, offrant sa main. Venez, je vais vous montrer la vue depuis le balcon,
avant que Jean-Luc ne vous ramène. J'ai pris sa main. Dieu m'aide. J'ai pris sa main et l'ai laissé me conduire plus profondément dans la magnifique haine qu'il construisait autour de moi, un geste coûteux à la fois. Les 2 semaines suivantes se sont déroulées dans un tourbillon de contradictions qui me laissait l'impression de vivre 2 vies distinctes. Le jour, ou plutôt la nuit, j'étais toujours juste Marie, toujours à travailler au Velvet Rouge, toujours à servir des verres et à essuyer des tables, toujours à prendre le bus pour rentrer chez moi aux petites heures du matin, avec les pieds endoloris et l'odeur d'alcool renversé collée à mes vêtements. Mes collègues ne remarquaient rien de différent. Mes habitués commandaient toujours leur boisson habituelle. Le monde continuait de tourner comme si rien de fondamental n'avait changé, mais si, cela avait changé. Parce que maintenant, 3 ou 4 fois par semaine, Julien venait au bar. Il ne s'annonçait jamais. Pas besoin, je le sentais toujours avant de le voir. Ce changement électrique dans l'atmosphère, la façon dont les conversations semblaient baisser de volume, le mouvement instinctif de la foule. Il prenait toujours la même banquette d'angle, celle qui offrait une vue dégagée sur toutes les sorties, et ses gardes du corps flanquaient l'entrée tandis qu'il était assis, le dos au mur, me regardant travailler, juste me regardant. Ça aurait dû être effrayant. Ça aurait dû me donner la chair de poule comme parfois le regard d'autres hommes, affamés, pleins de droits et exigeants. Mais l'attention de Julien était différente, plus lourde, comme s'il cataloguait chacun de mes mouvements, chaque sourire que je donnais à un client, chaque mot que j'échangeais avec mes collègues. Les mesurant, les pesant, décidant s'ils méritaient ne serait-ce que ce petit bout de moi. Et Dieu aide quiconque devenait trop amical. Pierre n'est jamais revenu. Ni Thomas, le banquier d'investissement qui discutait du marché boursier en sirotant son scotch. Ni David, l'artiste qui m'avait un jour demandé s'il pouvait me dessiner pendant ma pause. Ils ont tous simplement disparu de ma vie, remplacés par des clients qui gardaient les yeux baissés et leurs interactions brèves chaque fois que Julien était dans l'établissement. L'autre barmaid, Anne, l'a remarqué. « Qu'est-ce que c'est que ce type en costume dans le coin ?» a-t-elle demandé une nuit pendant une accalmie, désignant du menton la banquette de Julien. « Il est là presque tous les jours, juste à te regarder. Je devrais appeler quelqu'un? » « Non, ai-je dit rapidement. Trop rapidement. C'est bon. Il est inoffensif. » Le mensonge avait un goût amer sur ma langue. Julien Caruso était beaucoup de choses, mais inoffensif n'en faisait pas partie. Anne a levé un sourcil, mais n'a pas insisté. « Eh bien, s'il te dérange, dis le mot. Marc a une batte sous la caisse. » J'ai failli rire à l'image de notre gérant de 50 ans affrontant Julien et son équipe de sécurité avec une batte de baseball. Presque. Au lieu de cela, j'ai juste hoché la tête et suis retourné à mélanger les boissons, hyper conscient de ses yeux sombres qui suivaient chacun de mes mouvements de l'autre côté de la pièce. Le schéma était toujours le même. Julien arrivait, revendiquait sa banquette et restait assis en silence pendant 1 heure ou 2. Il ne commandait jamais plus d'un seul verre de whisky qu'il touchait à peine, ne parlait jamais à personne sauf à ses gardes, qui se penchaient occasionnellement pour lui murmurer des rapports qui faisaient se contracter sa mâchoire ou se plisser ses yeux. Des affaires, je supposais, du genre qui se déroulaient dans l'ombre et se terminaient par des gens qui disparaissaient. Puis, à un moment donné pendant mon service, son téléphone s'éclairait. Il le regardait, se levait et partait sans un mot, sans se retourner, comme si j'étais juste un autre meuble qu'il surveillait. Ça me rendait folle parce que les soirs où il ne venait pas au bar, Jean-Luc apparaissait dans mon appartement à précisément 20 heures avec une invitation que je ne pouvais pas refuser. Monsieur Caruso vous demande en sa compagnie pour le dîner. Ces soirées étaient différentes, intimes, dangereuses d'une manière qui n'avait rien à voir avec les armes ou les équipes de sécurité. Julien cuisinait, toujours quelque chose d'élaboré, toujours parfaitement exécuté. Nous mangions à la même table surplombant la ville, les bougies vacillant entre nous, et il me posait des questions. Pas les questions superficielles de première rencontre, mais des choses plus profondes. De quoi rêvais-je?
Qu'est-ce qui me faisait rire? Quel était mon plus ancien souvenir? Que ferais-je si l'argent n'était pas un problème? Et d'une manière ou d'une autre, impossibly, je lui répondais. Peut-être était-ce le vin. Il versait toujours des bouteilles chères que je n'avais jamais goûtées auparavant, riches, douces et dangereusement faciles à boire. Peut-être était-ce l'isolement de cet appartement en hauteur au-dessus de la ville, où le monde réel semblait très lointain. Ou peut-être était-ce juste l'intensité de son attention, la façon dont il écoutait, comme si chaque mot que je disais comptait, comme s'il me mémorisait de la même manière qu'il avait mémorisé mon emploi du temps, mes dettes et mes peurs. Il me racontait aussi des choses, de petites choses, soigneusement choisies. Il avait grandi en Italie, avait déménagé en France à l'âge de 12 ans après la mort de son père. Il avait une sœur cadette à qui il n'avait pas parlé depuis 5 ans. Il détestait les fruits de mer, mais les cuisinait quand même parce que le défi l'intéressait. Il avait appris à tirer à l'âge de 8 ans. Celle-là m'avait rendue silencieuse, mon verre de vin figé à mi-chemin de mes lèvres. « Cela vous fait peur? » avait-il demandé, me regardant avec ses yeux sombres et illisibles par-dessus la lumière des bougies. « Oui, » avais-je admis, parce que mentir à Julien semblait inutile. Il semblait toujours connaître la vérité de toute façon. « Bien, » avait-il dit, « la peur vous rend prudente, la prudence vous maintient en vie. » Mais malgré la peur, ou peut-être à cause d'elle, je me surprenais à attendre ses dîners avec impatience. Je me surprenais à vérifier l'heure au travail, me demandant si Jean-Luc m'attendrait en rentrant. Je me surprenais à être déçu les soirs où mon appartement restait silencieux. Ça me faisait plus peur que tout ce que Julien m'avait dit de lui-même. « Maman, ici, il faut que je fasse une pause. » Toute cette situation, ces dîners silencieux, son regard qui me suivait au bord, ses gardes omniprésents, étaient en fait profondément absurdes. Je veux dire, réfléchissez-y. Une barmaid endettée qui peine à boucler ses fins de mois se retrouve soudainement la cible d'un homme richissime, mystérieux, au passé plus que louche. Un homme qui la surveille, lui donne de l'argent pour sa mère malade, puis lui cuisine des plats gastronomiques dans un penthouse. Dans mon quartier, on aurait dit, la fille est soit tombée sur un fou, soit elle est en plein rêve. Et la vérité, c'est que j'étais les deux. C'était trop beau, trop terrifiant pour être vrai, et pourtant c'était ma réalité. Qui suis-je pour juger ce qui est normal, après tout? Qu'est-ce qui est normal quand on se noie? La normalité, pour moi, c'était le stress constant, la peur de ne pas joindre les deux bouts. Ça, c'était différent. Ce n'était pas la normalité, c'était l'anormalité dangereusement attirante. Je ne savais pas ce que je faisais, ni où j'allais. Personne n'aurait pu me préparer à ça. C'était juste moi qui essayais de naviguer dans une tempête que je n'avais pas vue venir. Qu'auriez-vous fait à ma place? Vraiment? C'était un jeudi soir, 2 semaines et demie après notre premier dîner, quand tout a de nouveau changé. Le bar était bondé, un événement d'entreprise s'était terminé tôt et avait inondé le Velvet Rouge de costumes et de notes de frais. J'étais débordé au bar, à peine capable de suivre les commandes de boissons. Quand je l'ai senti, ce changement familier dans l'air qui signifiait l'arrivée de Julien, j'ai levé les yeux, l'apercevant se frayer un chemin dans la foule vers sa banquette habituelle. Mais ce soir était différent. Ce soir, il n'était pas seul. La femme avec lui était magnifique, grande comme un mannequin, avec des jambes interminables, moulée dans une robe rouge qui coûtait probablement plus cher que ma voiture d'antan. Des cheveux blonds platine tombaient en vagues parfaites le long de son dos, et même de l'autre bout de la pièce, je pouvais voir le scintillement des diamants à son cou et à ses poignets. Elle se déplaçait avec l'assurance de quelqu'un qui n'avait jamais douté de sa place dans le monde. Sa main manucurée reposait possessivement sur le bras de Julien. Quelque chose d'aigu et de laid s'est tordu dans ma poitrine. De la jalousie, chaude et immédiate et absolument ridicule parce que je n'avais aucune revendication sur Julien Caruso. Aucun droit de ressentir quoi que ce soit à propos de qui il amenait au bar ou de ce qu'il faisait de son temps quand je n'étais pas là. Il avait acheté mon obéissance avec son argent,
pas mon affection, pas mon cœur. Mais la voir se pencher pour lui murmurer quelque chose à l'oreille, le voir hocher la tête et la guider vers la banquette avec sa main dans le bas de son dos, c'était comme avaler du verre pilé. « Marie, j'ai besoin de 3 martinis et d'un whisky sour », a crié Anne, me ramenant à la réalité. Je me suis forcé à me concentrer sur les boissons, sur la mécanique de mesurer, verser et secouer. Ne regarde pas sa banquette. Ne te demande pas qui elle est. Ne t'en soucie pas. Mais j'ai regardé. Je n'ai pas pu m'en empêcher. La femme, qui qu'elle soit, était assise près de Julien, son corps incliné vers le sien, son rire portant au-dessus du bruit d'ambiance. Belle et sophistiquée et parfaitement adaptée à un homme qui portait le pouvoir comme une seconde peau. Tout ce que je n'étais pas, tout ce que je ne pourrais jamais être, même si je le voulais. L'équipe de sécurité de Julien semblait détendue, ce qui me disait qu'elle n'était pas une menace. Quelqu'un de connu, quelqu'un d'approuvé, quelqu'un qui appartenait à son monde d'une manière que je ne ferais jamais. Je me suis retourné vers le bar, mes mains tremblant légèrement alors que je garnissais les martinis. « Tu vas bien? » a demandé Anne, me touchant l'épaule. « Tu as l'air d'avoir vu un fantôme. »« Ça va, ai-je réussi, juste fatigué. » Le mensonge pesait lourd sur ma langue, mais j'ai affiché un sourire et livré les boissons, puis me suis jeté sur le service de la vague de clients avec une concentration qui frôlait le désespoir. N'importe quoi pour ne pas regarder cette banquette. N'importe quoi pour ignorer le malaise dans mon estomac. 1 heure s'est écoulée. La foule a commencé à se clairsemer. Je m'étais presque convaincu que je pouvais traverser la nuit sans m'effondrer quand j'ai senti quelqu'un s'approcher du bar. Pas Julien, la femme. De près, elle était encore plus belle. Le genre de beauté qui venait de salons coûteux, d'entraîneurs personnels et de dermatologues à portée de main. Son maquillage était impeccable. Son parfum subtil et clairement de créateur. Et quand elle m'a souri, cela n'a pas atteint ses yeux bleus froids. « Vodka cranberry », a-t-elle dit, sa voix douce et cultivée. « Eau de camélédie. » J'ai acquiescé, tendant la main vers la bouteille avec des mains que je me suis forcé à garder stables. Tandis que je versais, je l'ai senti me regarder avec la même attention calculatrice que Julien utilisait souvent. Mesurant, évaluant. « Alors, vous êtes marié », a-t-elle dit, et ce n'était pas une question. Mon estomac s'est noué. « Je suis désolé, je vous connais. » « Pas encore, mais Julien m'a parlé de vous. » Elle a accepté la boisson que je lui ai glissée sur le bord, prenant une gorgée délicate. « Je suis Sophie, la fiancée de Julien. » Le mot m'a frappé comme un coup physique. Fiancée. Bien sûr qu'il avait une fiancée. Les hommes comme Julien Caruso ne restaient pas célibataires. Ils avaient des femmes magnifiques, appropriées, qui les attendaient, des femmes qui comprenaient leur monde et pouvaient y naviguer sans se noyer. Félicitations, me suis-je entendu dire. Le mot sonnait creux, le sourire de Sophie s'est aiguisé. Il ne vous a pas parlé de moi, n'est-ce pas typique? Julien déteste les complications. Elle s'est penchée, sa voix tombant dans un murmure conspirateur qui ressemblait plus à une menace. Mais laissez-moi être très clair, ma chère. Quel que soit l'arrangement que vous avez avec lui, quel que soit l'argent qu'il vous a donné, quelles que soient les promesses qu'il vous a faites, cela se termine ce soir. Partez tant que vous le pouvez encore. Je ne sais pas de quoi vous parlez, ai-je dit. Mais les mots sont sortis faibles, peu convaincants. Ne jouez pas l'idiote, c'est en dessous de nous deux. Elle a posé son verre, des diamants captaient la lumière. Julien a l'habitude de collectionner les petites choses perdues, de jolies choses brisées qu'il croit pouvoir réparer, mais ça ne dure jamais. Ma chérie, il s'ennuie, passe à autre chose, et alors, où êtes-vous? Seul avec rien d'autre que les souvenirs de ce que c'était que d'avoir son attention pendant un petit moment. Chaque mot était une fléchette soigneusement visée, atteignant des marques que je n'avais pas su vulnérables, parce qu'elle avait raison. Tout ce qu'elle disait était juste. J'étais temporaire, jetable,
un projet qu'il abandonnerait une fois la nouveauté passée. Je devrais retourner travailler. Ai-je réussi, la gorge serrée? Bonne fille. Sophie a repris son verre, se retournant pour partir. Puis elle a fait une pause, jetant un coup d'œil par-dessus son épaule. « Oh, et Marie, si vous êtes intelligente, vous prendrez l'argent qu'il vous a donné et disparaîtrez parce que Julien Caruso ne partage pas, et moi non plus. » Elle est retournée à la banquette, se glissant à côté de Julien, avec une familiarité qui parlait d'années, pas de semaines. Il a dit quelque chose que je n'ai pas pu entendre, et elle a ri, posant un baiser sur sa joue qui a laissé une marque de rouge à lèvres rouges sur sa peau. Il ne l'a pas essuyé. Je me suis retourné vers le bord, ma vision brouillée par des larmes que je refusais de laisser couler. Pas ici, pas où les gens pouvaient me voir, pas où ils pouvaient voir. Le reste de mon service s'est déroulé dans un brouillard. Je mélangeais les boissons machinalement, souriais quand il le fallait, comptais les minutes jusqu'à ce que je puisse m'échapper. Julien et Sophie sont restés 1 heure de plus, puis sont partis ensemble, sa main dans la sienne alors qu'il passait devant le bar sans un regard dans ma direction, comme si je n'existais pas, comme si je n'avais jamais existé. Quand mon service s'est finalement terminé à 2 heures du matin, j'ai ramassé mes affaires avec des doigts engourdis et me suis dirigé vers la sortie du personnel. La ruelle derrière le bar était sombre et sentait les ordures et la pluie, mais elle était heureusement vide, ou je le pensais. Marie, j'ai fait volte-face, mon cœur bondissant dans ma gorge. Julien se tenait à l'entrée de la ruelle, seul, sa veste de costume déboutonnée et ses mains dans ses poches. L'équipe de sécurité était introuvable. Juste lui, éclairé par les réverbères, son visage à moitié dans l'ombre. « Que faites-vous ici ?» ai-je demandé, et j'ai détesté que ma voix tremble. « Je vous attends. » Il s'est rapproché et j'ai reculé instinctivement jusqu'à ce que mes épaules heurtent le mur de briques. « Vous avez pleuré. » « Non, ne me mentez pas. » Il était proche maintenant, assez proche pour que je puisse voir la tension dans sa mâchoire, ce quelque chose de dangereux vacillant dans ses yeux sombres. « Sophie vous a parlé? Qu'a-t-elle dit? » La vérité. Les mots sont sortis amers. Que je suis temporaire, que vous avez une fiancée, que je devrais prendre l'argent et fuir avant que vous ne vous ennuyiez et me jetiez comme toutes les autres choses brisées que vous avez collectionnées. Son expression est devenue absolument immobile, mortellement immobile. Et vous l'avez cru. Pourquoi pas, ai-je exigé, l'émotion perçant enfin mon engourdissement. Vous n'avez jamais mentionné de fiancé, Julien. Vous apparaissez à mon travail. Vous me préparez le dîner. Vous agissez comme si vous me possédiez. Mais vous n'avez jamais dit que vous apparteniez à quelqu'un d'autre. Alors oui, je l'ai cru, parce qu'au moins elle était honnête sur ce que c'est. Vous voulez l'honnêteté? Sa main s'est levée, paume à plat contre le mur à côté de ma tête, m'enfermant. Sophie est un arrangement politique. Nos familles ont planifié ces fiançailles depuis que nous sommes enfants. Cela ne signifie rien. Elle ne signifie rien. Alors pourquoi est-elle ici? Parce qu'elle a entendu parler de vous, a-t-il dit, sa voix tombant dans ce calme dangereux qui faisait s'emballer mon pouls. Parce qu'elle se sent menacée par vous d'une manière qu'elle n'a jamais été menacée par personne d'autre. Parce que vous, Marie, avec votre robe bon marché et vos yeux honnêtes et votre fierté obstinée, vous comptez plus pour moi en 2 semaines qu'elle en 20 ans. J'ai secoué la tête, ne me faisant pas confiance pour parler. Je lui ai dit ce soir que les fiançailles étaient rompues et poursuivi Julien, sa main libre se levant pour caresser mon visage avec une douceur surprenante. Je lui ai dit que je ne l'épouserais pas. Je n'épouserais personne d'autre que la femme que je choisirais. Et je vous choisis. Vous ne pouvez pas. Je peux, a-t-il interrompu. Je peux faire tout ce que je veux. C'est ça le pouvoir, Marie. La capacité de choisir votre propre chemin, peu importe ce que les autres disent que vous devriez faire. Je ne vais pas vous épouser, ai-je murmuré, et même si mon corps me trahissait en s'appuyant sur son toucher. Je ne vous connais même pas.
Alors laissez-moi vous aider à me connaître. Son pouce a effleuré ma pommette, attrapant une larme que je n'avais pas réalisé être tombée. Laissez-moi vous montrer que ça, vous et moi, c'est réel. Pas un arrangement, pas une transaction, réel. Rien de tout cela n'est réel, ai-je dit. Mais les mots manquaient de conviction. Son sourire était petit, presque triste. Alors pourquoi pleurez-vous, Marie? Pourquoi vous souciez-vous de savoir avec qui je suis si cela ne signifie rien pour vous? Je n'avais pas de réponse. Je ne pouvais pas admettre la vérité. Qu'entre sa jalousie possessive et ses dîners soigneusement préparés, j'avais commencé à tomber. Commencé à m'attacher à un homme qui me terrifiait, qui me contrôlait, qui s'était acheté un chemin dans ma vie et refusait de partir. Venez à la maison avec moi ce soir, a-t-il murmuré, son front reposant contre le mien. Pas pour le dîner, pas pour le spectacle, juste venez à la maison. Soyez avec moi. Laissez-moi prouver que c'est plus que ce que vous pensez. Chaque partie rationnelle de mon cerveau me criait de dire non, de partir. De me rappeler que les hommes comme Julian Caruso ne tombaient pas amoureux de filles comme moi. Ils les consommaient et passaient à autre chose. Mais là, dans cette ruelle, avec ses mains douces sur mon visage et son souffle chaud contre mes lèvres, je ne pouvais pas me souvenir pourquoi la rationalité était importante. D'accord, ai-je murmuré. Et juste comme ça, j'ai volontairement marché dans le feu. La lumière du jour qui inondait la chambre de Julien était douce, presque feutrée. Je me suis réveillé doucement, les sens engourdis par un sommeil plus profond que tout ce que j'avais connu depuis des mois. L'odeur du café me parvint, me rappelant que le monde continuait de tourner. Ce monde, son monde. En me levant, je me suis senti à la fois perdu et étrangement à ma place dans le t-shirt en coton doux de Julien, la seule chose que j'avais apportée de ma vie d'avant. Les voix discrètes qui venaient du salon me ramenaient à la réalité, du rapide italien, des affaires, bien sûr. Quand il est apparu, l'air affûté et impeccable dans son costume sombre, je savais que la douceur de la nuit s'était dissipée. Son expression s'est adoucie en me voyant, ce léger fléchissement des traits qui faisait toujours s'agiter quelque chose en moi. « Tu es réveillé. Je m'apprêtais à venir te voir. » Il a balayé une mèche de cheveux de mon visage. « Il est presque 11 heures. J'ai fait du café et j'ai commandé le petit déjeuner. Je ne savais pas ce que tu aimais, alors j'ai commandé de tout. » L'île de la cuisine était littéralement recouverte de nourriture. Une armée de petits pains, de fruits, d'œufs brouillés, de gaufres. Une folie, un excès pour une seule personne. « C'est trop, » ai-je murmuré, la gorge serrée. « Rien n'est trop pour toi, » a-t-il dit, me tendant une tasse de café qu'il avait déjà sucrée et crémée exactement comme je l'aimais. Comment savait-il? « Mange. Ensuite, nous devons parler. » Ces 4 mots ont fait naître un sentiment d'effroi. De quoi? De ta sécurité. Son visage était grave. Sophie a parlé à son père de nous hier soir. Antonio Rossi n'est pas content des fiançailles rompues. J'ai posé le café, mes mains tremblant. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'il pourrait essayer de t'utiliser pour m'atteindre, pour me forcer la main ou me punir pour le manque de respect. La mâchoire de Julien s'est tendue. Je ne le laisserai pas faire, mais cela nécessite des changements, des précautions. Quelle sorte de précautions? Il s'est dirigé vers le comptoir, d'où il a pris une chemise que je n'avais pas remarquée. Premièrement, tu déménages de ton appartement aujourd'hui. J'ai déjà fait emballer tes affaires et les ai transférées dans un endroit sécurisé. Une propriété que je possède dans un meilleur quartier. 2 chambres si cela te rassure. Ton propre espace au sein du mien. Vous avez fait mes cartons sans me demander? J'ai envoyé des gens de confiance. Tout ce que tu possèdes est en sécurité, inventorié, t'attends. Il a ouvert la chemise, étalant des papiers sur le comptoir. Deuxièmement, tu ne retourneras pas au Velvet Rouge. J'ai parlé à ton gérant. Tu es en congé payé indéfini. Vous ne pouvez pas juste. Je peux. Et je l'ai fait. Sa voix était ferme,
ne souffrant aucune contestation. Ce bar est trop public, trop exposé. Quiconque cherche à faire pression sur moi commencera là. Je ne risquerai pas ta sécurité. La colère a jailli dans ma poitrine, déchirant la peur. Alors, qu'est-ce que je suis censé faire? Rester assise dans un appartement que vous possédez, porter des vêtements que vous avez achetés, manger la nourriture que vous me fournissez comme une femme entretenue? Tu es censé rester en vie, a-t-il riposté, son contrôle se fissurant enfin. Tu es censé me laisser te protéger des conséquences de ton choix. Parce que c'est ce que c'est, Marie. Tu es resté hier soir. Tu m'as embrassé. Tu as choisi ça, tu nous as choisis, et maintenant je dois te protéger de ce que ce choix signifie. Je n'ai pas choisi d'être prisonnière. Tu n'es pas prisonnière. Il a comblé la distance entre nous, ses mains encadrant mon visage avec une douceur surprenante, malgré l'intensité de ses yeux. Tu peux partir quand tu veux. Franchis cette porte. Retourne à ta vie d'avant. Oublie que tout cela est arrivé. Je ne t'arrêterai pas. Mais si tu restes, si tu choisis d'être avec moi, alors tu acceptes ma protection. Toute ma protection. Parce que je ne peux pas te perdre. Je n'y survivrai pas. La crudité de sa voix m'a brisé. Il ne s'agissait pas de contrôle. Pas vraiment. Il s'agissait d'un homme qui avait vu sa mère mourir, qui avait passé toute sa vie incapable de sauver les gens qu'il aimait, maintenant désespéré de protéger la seule personne qui lui avait fait ressentir quelque chose de réel. Et ma mère, ai-je demandé doucement, ses traitements. Déjà gérés, j'ai arrangé des soins privés, les meilleurs médecins, une suite à l'hôpital de la Croix-Rousse, surveillée 24 heures 24 et 7 sur 7 par ma sécurité. Personne ne l'approche sans autorisation. Il a sorti des papiers de la chemise. Et ça, mes avocats l'ont rédigé ce matin. J'ai regardé les documents, des papiers légaux, denses de textes que je pouvais à peine comprendre. Mais certains mots m'ont sauté aux yeux. Bénéficiaire, fonds de fiduciaire, frais médicaux, couverture complète. C'est une assurance? Si quelque chose m'arrive, a dit Julien simplement, les soins de ta mère continuent. Le fonds est à ton nom, intouchable par quiconque. Que tu restes avec moi ou non, elle est prise en charge pour la vie. Ma vision s'est brouillée de larmes. Pourquoi feriez-vous ça? Parce que je t'aime. Il l'a dit si simplement, comme si c'était la chose la plus évidente du monde. Parce que tu mérites de faire ton choix en fonction de ce que tu veux, pas de ce dont tu as besoin. Parce que j'ai besoin que tu saches que te garder, c'est te désirer, pas te piéger. Je le regardais, cet homme magnifique, dangereux, qui avait bouleversé toute ma vie en quelques semaines, qui s'était acheté un chemin dans mon monde et refusait de partir, qui m'offrait maintenant tout ce dont j'avais besoin, tout en prétendant que c'était un cadeau, pas une cage. J'ai peur, ai-je murmuré. Bien, la peur te garde prudente. Il a répété ces mots d'il y a des semaines, mais maintenant ils portaient un poids différent. Aie peur, sois en colère, sois ce que tu as besoin d'être, sois le juste avec moi. Laisse-moi t'aimer pendant que tu découvres si tu peux m'aimer en retour. Je vous aime déjà. L'aveu est tombé de mes lèvres avant que je ne puisse l'arrêter. C'est ça qui me terrifie. Je vous aime et je vous connais à peine, et tout cela est faux et dangereux. Et il m'a embrassé, avalant le reste de mes mots. Ce baiser était différent de la fin désespérée de la nuit dernière. C'était une promesse, une revendication, un vœu scellé par la pression des lèvres et le tonnerre de nos battements de cœur. Quand il a reculé, son front reposait contre le mien. Alors nous le découvrirons ensemble. Un jour à la fois, tu apprendras qui je suis vraiment. J'apprendrai à être ce dont tu as besoin. Nous construirons quelque chose de réel à partir de ce début insensé. Et si votre monde nous détruit, alors nous brûlerons ensemble. Son sourire était petit, presque triste. Mais je préférerais brûler avec toi que vivre en sécurité sans toi. Les 3 mois suivants furent une étude des contradictions. Julien tint parole. L'appartement dans lequel il m'avait installé était magnifique.
Un 2 pièces dans un immeuble sécurisé, avec un portier et des caméras, et suffisamment d'espace pour que je ne me sente jamais piégé. Les soins de ma mère s'améliorèrent de façon spectaculaire grâce à la suite privée et au traitement spécialisé. Je lui rendais visite tous les jours sous la protection vigilante de Jean-Luc. Mais plus que cela, Julien me laissa entrer. Il m'apprit à cuisiner les repas élaborés qu'il préparait, se tenant derrière moi dans la cuisine, ses mains guidant les miennes, sa patience infinie quand je faisais des erreurs. Il me montra les parties légitimes de son entreprise, la société d'importation qui importait réellement des choses, les propriétés immobilières, les investissements qui n'avaient rien à voir avec les aspects plus sombres de son monde. Et lentement, prudemment, il me montra aussi les parties sombres. Pas la violence. Il la gardait soigneusement séparée, traitée par des personnes que je ne rencontrais jamais, dans des endroits que je ne voyais jamais. Mais il me raconta la vérité sur l'histoire de sa famille, sur les choix que son père avait faits et dont Julien payait encore les conséquences, sur les guerres de territoire et les alliances politiques et l'équilibre constant de maintenir le pouvoir tout en essayant de construire quelque chose de mieux. « Je ne suis pas mon père », me dit-il un soir alors que nous étions assis sur le balcon de son penthouse, la ville scintillante en dessous de nous. « Je ne trafique pas de drogue. Je ne trafique pas d'êtres humains. J'essaie depuis 8 ans de nettoyer ce qu'il a laissé derrière lui pour transformer cette famille en quelque chose qui puisse survivre à la lumière. »« C'est possible ?» ai-je demandé. « Peut-on vraiment quitter cette vie ?»« Je ne sais pas, » avoua-t-il, « mais j'essaie pour toi, pour l'avenir que je veux avec toi. » Nous avons eu des disputes, de terribles arguments explosifs sur sa possessivité, sur les gardes qui me suivaient partout, sur le fait qu'il avait éliminé tous les amis masculins que j'avais eus de ma vie sans s'excuser. Il était jaloux, contrôlant et absolument impénitent. Mais il écoutait aussi. Quand je lui ai dit que j'avais besoin d'espace pour respirer, il m'en a donné. Quand j'ai dit que la sécurité constante me faisait me sentir comme une prisonnière, il l'a réduite à un seul garde au lieu de 3. Quand j'ai pleuré en regrettant l'indépendance de ma vie d'avant, il a ouvert un compte bancaire à mon nom et m'a appris à investir, à construire ma propre sécurité qui ne dépendait pas de lui. « Si jamais tu veux partir, » me dit-il me montrant les relevés de compte, « tu le peux. Tu ne seras plus jamais piégé par l'argent. » C'était la cage la plus aimante que j'ai jamais connue. Antonio Rossi passa à l'action 3 mois après que j'ai emménagé dans le monde de Julien. Une voiture piégée dans le parking souterrain d'une des propriétés de Julien, ciblant un véhicule que nous étions censés utiliser. Nous n'avons survécu que parce que la paranoïa de Julien faisait qu'il ne suivait jamais les routines, ne prenait jamais la même voiture 2 fois de suite. La riposte fut rapide et brutale. Je ne l'ai pas vu, ne voulais pas en connaître les détails, mais Julien est rentré à la maison cette nuit-là avec du sang sur sa chemise et quelque chose de froid dans ses yeux qui me fit comprendre à quel point il était réellement dangereux. « C'est fait », fut tout ce qu'il dit. « Rossi ne sera plus un problème. » J'aurais dû être horrifié, j'aurais dû faire mes valises et fuir. Au lieu de cela, je l'ai tenu pendant qu'il prenait sa douche, lavant les preuves de violence dans le drain, et j'ai compris que c'était le prix d'aimer Julien Caruso. Le beau et le terrible, enveloppés si étroitement qu'ils ne pouvaient être séparés. 6 mois après cette première nuit au bar, Julien m'a ramené au Velvet Rouge. Non pas pour travailler, mais pour célébrer. Il avait acheté l'endroit, l'avait rénové, l'avait transformé en quelque chose qui avait toujours le même éclairage ambré et l'atmosphère intime, mais qui se sentait maintenant plus sûr, plus propre, mieux. Anne y travaillait toujours, maintenant comme directrice générale avec un salaire qui la faisait pleurer. Pierre était revenu aussi, s'excusant d'avoir fui cette première nuit, et nous en avions ri autour d'un verre pendant que Julien nous regardait avec une jalousie seulement légère. « Je veux que tu aies le choix, » dit Julien, debout avec moi au bar où nous nous étions rencontrés pour la première fois. « Tu peux travailler ici si tu veux, le gérer, ou tu peux faire toute autre chose.
aller à l'école, démarrer une entreprise, n'importe quoi. Je soutiendrai tout ce que tu choisiras. Et si je choisis de juste être avec vous? Ai-je demandé. Est-ce permis? Son sourire était sincère, transformant son visage de dangereux à dévastateur. C'est aussi mon premier choix, mais tu mérites plus que d'être juste la partenaire de quelqu'un. Tu mérites tes propres rêves. Peut-être que mon rêve, c'est de construire quelque chose avec vous, ai-je dit. Quelque chose de réel, quelque chose de mieux que ce qui précédait. Il tira une petite boîte de sa poche et mon souffle se coupa. Alors construis-le avec moi officiellement, définitivement. Sois ma femme, Marie. Choisis-moi tous les jours pour le reste de nos vies. La bague était magnifique, un simple diamant qui captait la lumière, élégante et discrète et parfaite. Rien à voir avec les bijoux ostentatoires que Sophie avait portés. Celle-ci était choisie pour moi, pour qui j'étais réellement, pas pour qui quelqu'un voulait que je sois. Oui, ai-je murmuré, et puis plus fort. Oui, il a glissé la bague à mon doigt et m'a embrassé là, dans le bar où tout avait commencé, où j'étais juste une barmaid fatiguée, et il avait été un étranger dangereux qui avait décidé que j'étais sienne. La foule autour de nous a applaudi, Anne et Pierre, et toutes les personnes qui avaient vu notre étrange histoire d'amour se dérouler. Et pour la première fois de ma vie, je me suis senti vraiment vu, vraiment choisi, vraiment chez moi. Le mariage en lui-même, une formalité, une cérémonie intime 6 mois plus tard, avec juste nos proches. Ma mère était là, assez en forme pour me conduire à l'hôtel en fauteuil roulant, versant des larmes de joie. La sœur de Julien, Adèle, est venue aussi, se réconciliant avec lui après des années de brouille, me disant plus tard qu'elle n'avait jamais vu son frère aussi sincèrement heureux. Notre vie construite n'a pas été facile. Le monde de Julien est resté dangereux, exigeant une vigilance et un sacrifice constant. Mais il a tenu sa promesse. Il a protégé ce qui était sien avec une féroce dévotion. Il m'a aimé avec une intensité qui parfois m'effrayait et parfois me sauvait. Et lentement, ensemble, nous avons transformé l'héritage de sa famille en quelque chose avec lequel nous pouvions tous les deux vivre. Pour notre premier anniversaire, Julien a préparé le même repas que la première nuit. L'omelette à 3 heures du matin quand j'étais trop effrayée et confuse pour comprendre ce qui se passait entre nous. « Regrettes-tu » m'a-t-il demandé pendant que nous mangions sur l'îlot de la cuisine, nos doigts entrelacés sur le comptoir. D'avoir dit oui cette nuit-là, de m'avoir laissé entrer dans ta vie, je l'ai regardé, cet homme magnifique et dangereux qui m'avait vu me noyer et avait décidé de me sauver, qui m'avait aimé avec une dévotion si possessive que je ne me suis plus jamais senti seul. Et j'ai souri. Pas une seule seconde. Et je dis sincèrement, tu es la meilleure erreur que j'ai jamais faite. Son rire était chaleureux, authentique, le son d'un homme qui avait enfin trouvé quelque chose valant plus que le pouvoir, l'argent ou le contrôle. Et tu es la seule chose que j'ai jamais faite correctement. Il s'est penché par-dessus le comptoir et m'a embrassé. Et dans ce baiser se trouvait tout ce que nous avions survécu ensemble. La peur et le danger, l'obsession et le sacrifice. La belle cage qui était devenue un foyer. Nous avions bâti quelque chose de réel sur les ruines de 2 personnes brisées. Quelque chose d'assez fort pour résister à son monde et d'assez têtu pour durer éternellement. Parce que c'est ce qu'était l'amour, avais-je appris, pas la version facile du conte de fées. La réalité compliquée, désordonnée, parfois terrifiante de choisir quelqu'un chaque jour malgré le danger, d'être choisi en retour avec le genre de dévotion féroce qui refusait de lâcher prise. Julien Caruso était entré dans ma vie comme un étranger possessif qui avait décidé que je lui appartenais. Et d'une manière ou d'une autre, impossiblement, il avait eu raison. J'étais à ma place avec lui et il était à sa place avec moi. Pour toujours n'avait jamais sonné si dangereusement parfait.